Ça peut venir de la graine, ça peut venir de l'arrosage, hein, parce qu'il faut... Et ça vient... Je ne sais pas si vous tassez vos semis, enfin moi je vous dis tout de suite, il faut les tasser. Quand vous faites un semis, il faut vraiment plomber il faut que la graine soit mariée intimement avec le terre. C'est important. Oui, et puis après, il peut y avoir un troisième phénomène, c'est que quand c'est tout petit, c'est qu'il y a des petites limaces qui viennent faire une razzia. Ça aussi, quand on fait un semis, il faudrait penser limaces. Ça peut jouer. Hein. Ouais. Parce que moi, j'en ai semé dernièrement en engrais vert. Je ne m'en suis pas occupé du tout. J'ai gratté ma terre, j'ai semé mon épinard d'hiver comme engrais vert. Je dirais ce que c'est l'engrais. Oui, c'est aussi dans le jardinage bio. J'ai arrosé une fois, il a fait sec après. Mon épinard, il est magnifique. Voilà. Et je n'ai pas regardé la lune. Si, j'avais regardé la lune, c'est pour ça. Non, je n'avais pas regardé la lune, je l'ai fait. L'engrais vert, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des plantes, voilà, des plantes qui vont être par la suite fauchées et enfouies dans la terre pour apporter des matières organiques. Ça, c'est vraiment, je dirais, formidable comme truc. Parce qu'en hiver, normalement, au lieu de bêcher, parce que si j'ai fait ça, c'est pour pas bêcher de terre, en plus, j'aurais des feuilles d'épinard pendant tout l'hiver. Et je n'ai pas besoin de bêcher, puisque l'épinard va couvrir la plate-bande. Ça va éviter, son feuillage va éviter que les pluies, les intempéries ne tassent la terre, hein, parce que ça, j'ai pas trop envie. En plus, ils retiennent les éléments fertilisants du fait qu'ils évitent le dessilage, ils retiennent les éléments fertilisants. Puis au printemps, je passerai la tondeuse dessus, hein, je fauche le truc et après je l'enfuis au bêchage. Et là, on a une terre qui sera enrichie de matières organiques. Alors il y a l'épinard, hein, qui est le moins utilisé parce que plus cher hein, que les autres engrais verts. On a la navette perco qui est bien, qui fait une belle couverture et qui reste l'hiver. Sinon en saison, il y a la moutarde, la facélie. Facélie, je vous conseille parce qu'elle fait des fleurs, des belles fleurs bleues, très mellifères, donc ça permet d'attirer les abeilles et de permettre aux abeilles de vivre, hein, parce qu'il y a eu une telle déperdition d'abeilles ces derniers temps. Je pense que les jardiniers ont peut-être un rôle à jouer. J'ai lu quand même dans un ouvrage que les abeilles venaient de la Lune, donc c'est le moment donc, de les favoriser. Ça a été écrit, hein? Pas moi, hein? Je ne me permets pas d'écrire des conneries quand même. Ça a été écrit, j'ai vu ça, les abeilles viennent de la Lune. Pourquoi ils expliquaient ça? Parce que c'est vrai que les abeilles savent faire des choses extraordinaires. Elles savent construire des alvéoles qui s'emboîtent exactement, hexagonales. C'est assez génial hein, ce qu'elles font. Il n'y a rien de divin, de surhumain. Il faut se rappeler que les abeilles ont des millions d'années d'antériorité par rapport aux singes développés que nous sommes ici, hein, donc ils sont venus bien avant nous, d'où qu'elles ont eu le temps de fabriquer des alvéoles de toutes les formes, avant de trouver celles qui tenaient mieux et qui prenaient c'est une question de travail, d'évolution, c'est tout, hein, il n'y a pas d'ocus pocus là-dedans, hein, je pense que tout fonctionne comme ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que sur la Lune en particulier, des choses que j'aurais oublié de dire, à part le coiffeur. La lune rousse, on l'accuse d'attendre. Ah oui, c'est bien de parler de ça, parce que la pauvre lune rousse qui provoque des gelées, elle roussit les plantes. Hein. Pas du tout la lune rousse. Hein. On accuse la lune de tous les maux. On dit que ça y est, il y a la pleine lune. Je vais avoir, enfin ça sera souvent au printemps, il y aura des gelées au sol. Voilà. Et effectivement, il y a des gelées aussi. Mais la lune y est pour rien. Je vous explique le phénomène. En fait, la journée, vous avez des infrarouges qui sont envoyés par le soleil qui descendent jusqu'au sol. Le soir, ces infrarouges remontent. Si vous avez une couverture nuageuse, ces infrarouges sont bloqués par la couverture nuageuse et il n'y a pas de gelée au sol. S'il n'y a pas de nuage, ils partent. Malheureusement, quand il n'y a pas de nuage, on voit la lune et c'est donc elle. On accuse celui qu'on a vu dans les champs qui n'a pas volé la pomme. Voilà, ça arrive comme ça, donc elle est pour rien, c'est vrai qu'on l'appelle la lune rousse. Mais ce qui est sûr, effectivement, pour le jardinier, si on a un anticyclone, si on voit la lune le soir, il y a des risques de gelée. Ce n'est pas à cause d'elle, c'est simplement parce que le ciel est dégagé. Alors on peut y parer, vous pourriez, en fabriquant un petit support sur des plantes fragiles, en mettant du journal ou un voile, vous bloquez là-dessous, les infrarouges vont... Vous mettez le voile en soir, les infrarouges vont être bloqués en fin d'après-midi, il n'y aura pas de gelée sous le voile, tout simplement. Vous voyez? Donc, Danton, mauvais procès, il l'aurait mis au bûcher s'ils avaient vu. Elle était rousse parce que c'est une coloration qui a, mais ça vient effectivement que le ciel est vraiment libéré. D'autres questions? Vous en avez sûrement, sinon je regarde, on va trouver quelque chose. Vous avez une question? Et le rapport
c'est normal, oui, oui, oui. Il n'y a même pas que les jardiniers hein, qui ont des insomnies. C'est parce qu'à ce moment-là, quand la pleine lune, donc quand elle est vraiment grande, et elle transmet ce rayonnement solaire, et c'est un rayonnement solaire qui, la nuit, vient perturber effectivement, et qui peut jouer sur plein de choses, qui peut décolorer le linge, etc. Mais c'est une transmission, hein, c'est une transmission, et nous, on devrait être au repos complet, théoriquement, dans le noir, et puis on ressent ça, et ça tape sur les nerfs. Ça passe au travers des tuiles et tout ça? Je pense pas que ça passe, c'est plutôt par les fenêtres, hein, ça passera pas au... Enfin, il y a aussi l'exposition, il ne faut pas oublier qu'en journée, hein, vous ne la voyez pas, mais elle fait la même chose. Hein. Et les transmissions sont les mêmes, donc notre organisme, à ce moment-là, il doit accumuler quelque chose, d'une énergie qui après rend nerveux. C'est tout. Mais bon, il suffit, comme j'ai dit, d'avoir bon caractère et ça passe bien. Voilà. C'est effectivement vrai, hein, je veux dire. Ah non, ça énerve. Hein. Et alors, curieusement, si vous regardez les lunatiques, c'est quelque chose, et mon père pas besoin d'acheter ça. Hein. Puis il y en a chez qui ça se voit, hein, c'est surtout 4-5 jours avant hein, qu'on sent que les gens sont affectés, ben vous allez regarder, il y a une lune après. Hein, vous vous dites dans le jardin, c'est le moment où jamais. Oui, comme ça vous êtes loin de tout le monde, mais c'est une bonne solution. Actuellement, c'est quoi? Actuellement, là j'ai le calendrier l'année prochaine, je peux vous dire ce que sera l'année prochaine, mais... On est en quoi actuellement? C'est pleine lune? Non, non. Non, pourquoi? Non, mais il y a des gens qui sont méchants tout le temps. Hein. Je n'ai pas la même chose que mais je pense que quand on sent, comme disait monsieur, les rayonnements, cette énergie qui nous tape sur les nerfs, oui, on est agressif. Hein. Mais parce qu'on le sait, peut-être, mais si on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Non, ceux qui, en général, ceux qui sont ça, non seulement ils ne savent pas, et en plus, ils ne remarquent même pas qu'ils le sont. C'est plutôt ceux autour. Non, ça, moi j'ai une insomnie, pourquoi j'ai une insomnie? Je me lève, je vais voir le calendrier, et effectivement, c'est... Oui, vous avez capturé plein d'énergie. Je ne fais pas de trucs dans l'autre sens. Non, mais les gens ne font jamais le truc dans l'autre sens, c'est parce qu'ils sont dans un état qu'on peut comparer et qu'on voit qu'on est effectivement près de la pleine lune, parce que c'est plutôt avant, après, une fois qu'elle est pleine, ça commence un peu à se calmer. En tout cas, pour le jardinier, les pleines lunes sont en général des périodes, parce qu'on disait aussi, il ne faut rien faire, mais à la pleine lune fixe, ce sont des périodes où les plantes vont recevoir le plus d'énergie. La nouvelle lune, par contre, ben, elle ne reçoit pas, hein, puisque vous n'avez aucune face qui est éclairée, donc là, il n'y a pas. Pourtant, dans les calendriers lunaires, on trouve, mais dans celui-là, c'est bien précisé que ce n'est pas des périodes extraordinaires. Hein. Quand la nouvelle lune est là, il n'y a quasiment pas c'est pas des vibrations du tout, hein, c'est de la lumière hein, qui est transmise, qui, ici, c'est quand même la lumière et la vibration. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'il faut chercher. La lumière étant une vibration, elle agit sans doute sur le système de la... Donc il faut se cacher dans la cave, faire son petit bunker. Si vous avez d'autres questions, parce que la lune, vous avez remarqué, c'est très simple, hein, c'est des mecs qui n'ont rien à voir avec la lune, qui ont à voir le jardinage, ou n'hésitez pas. Hein. Merci. Ça n'a rien à voir, justement, donc je parlais d'un sujet tout à l'heure, donc j'ai dans mon jardin depuis 30 ans, et je n'arrive plus à le maîtriser. Il y a deux travails. Il a tout ouvert, et chaque fois que je coupe, il repousse de plus belle. Alors par rapport à la lune, rien, parce que le fait de le couper va automatiquement le ramifier, favoriser la pousse. Hein. Ouais. Vous pouvez peut-être la battre complètement. Ah non. C'est une solution. Non, mais moi je le laisserai, bon, il va devenir grand, mais peut-être arrêter de le couper, vous le coupez peut-être trop sévèrement. L'année dernière, je l'ai coupé sévèrement. Voilà. Mais ça allait, il a doublé. Oui, voilà, mais le fait de couper une plante, moi ça m'arrive volontairement de tailler des plantes sévèrement parce que je sais qu'après elles redeviennent vigoureuses, beaucoup plus vigoureuses. On dit qu'elles se ramifient, hein, c'est-à-dire qu'elles vont, au lieu d'avoir une branche, après elles en développent plusieurs. Et donc là une coupe sévère, tailler un pommier sévèrement, il va faire des branches à tire-larigot, en général des cierges hein, qui montent tout droit. Hein. Croyez qu'on ne taillait pas les non, je dis, c'était un mauvais exemple. Je veux dire, tailler les pommiers, il va mal se développer. Hein, donc il ne faut pas le faire. Un pommier se taille quand même. Hein, on a une taille fruitière, bien sûr, mais on ne le fait pas n'importe comment et trop sévèrement, sinon il part dans tous les sens. Hein.
Donc il y a ça, il y a aussi des fruits, des tonnes de figues. Oui, bon ça c'est pas désagréable. Hein. Oui, mais... Il faut savoir quoi en faire aussi. Il y a le marché, tu mettais un petit stand et tu... Et les oiseaux, ça, vous pouvez pas savoir. Ça c'est... Non mais vous avez sans doute des amis. Oui, mais bon, après c'est... Non, il faut trouver une recette, vous allez pouvoir Mais oui, on ne connaît pas, alors on ne sait pas. À la bibliothèque, alors. D'accord. Donc pour revenir aux tailles, oui, les arbres fruitiers, évidemment, se taillent, enfin ceux qui ont des pépins, les pommes, poires, se taillent. Alors les cerisiers, tout ce qui est à noyer, s'élague. C'est-à-dire que si, à la rigueur, il y a une branche qui est devenue trop longue, une branche qui est embarrassante ou une branche qui risque de casser, on élague. On ne fait pas de taille de... Les labelliers aussi. Oui, mais on ne fait pas de taille fruitière. Quand il est petit, les labelliers, on n'y touche pas. Il faut le laisser vraiment prendre sa forme. Et après, par la suite, quand ça vieillit, on dit, bon, cette branche là, elle est devenue trop grande, je la raccourcis ou je la scie. C'est un élagage. Vous êtes d'accord, vous qui êtes dans une société arboricole? Là où ils ne sont pas d'accord, souvent c'est avec la forme des yeux, des arbres à pépins. C'est incroyable parce que d'une société à l'autre, par exemple, à Sinsheim, il ne faut pas du tout le même genre de taille. Oui. Ouais. Non, mais moi j'ai aussi eu le cas, j'ai fait une télé avec un arboriculteur et puis il y a vraiment une technique particulière pour tailler les arbres à pépins, donc pour l'évolution d'un œil, hein, qui plus il aura du bois derrière, plus il va, quand il a un tire-sève derrière, plus il va devenir grand lui pour former un fruit. Et s'il n'a pas de bois derrière, il va être très fourni en sel et donc il sera costaud, il va faire une branche. Ça c'est plus pointu que ça, mais ça veut dire ça. J'ai fait une télé avec un arboriculteur qui m'a fait tout faux. Tout faux. Là, tout ce qu'il a taillé, ça allait faire du bois. Et puis je dis, mais attendez, ça c'est un dard, il va enfin un bourgeon, un fruit, il va devenir un dard. Oui, boum, il coupait derrière. Je dis, bon, mais celui-là, il ne deviendra jamais un dard. Puis non, on filmait, on ne pouvait pas contredire ce problème. Si vous êtes intéressé par la taille fruitière, d'ailleurs, si ça vous pose des... Les pêchers, en plus, ça se taille pas. Non, ça ne se taille pas. La forme idéale d'un arbre fruitier, c'est la forme... En fait, c'est que les conifères qui ont une forme idéale pour être bien... surtout, le soleil a une importance plus capitale par rapport à la Lune. Hein, pour être bien exposé, c'est la forme, effectivement, pyramidale qui est la meilleure. Et on pourrait aussi tailler des arbres fruitiers. Bon, ça ne va pas être comme ça, mais avec cette forme pyramidale qu'on retrouve sur l'arbre et qu'on doit retrouver sur chaque branche. Justement, si vous êtes intéressé, j'ai sur mon site, c'est facile, c'est jeanpaulejardinier.com. Dans fiche conseil, tout sur la taille, c'est mon père qui avait fait ce travail. Et c'est un travail pédagogique parce que le problème avec les sociétés d'arboriculture, que je ne critique pas du tout, mais quand ils vous donnent un cours de taille, vous avez le moniteur qui montre, c'est très bien, vous avez chez vous n'avez pas du tout la même configuration, vous ne sait pas. Donc ce qu'il y a sur mon site, c'est un travail pédagogique, c'est-à-dire ça explique en fonction de la sève l'évolution du bourgeon. Et quand on a compris ça, on se trouve devant un bourgeon et on sait comment il va se développer en fonction de sa taille. Bonjour. Il reste 5 minutes. Vous pouvez poser des questions. Les bulbes, les fleurs, ça peut les planter jusqu'à quand? Alors donc vous avez deux types de bulbes, hein, ceux qui fleurissent au printemps, ceux qui fleurissent en été. Donc les bulbes à floraison printanière, on les plante maintenant en automne. On peut les planter jusqu'à temps que la terre n'est pas gelée, durablement. Même si elle gelait en fin novembre pendant 8 jours et que ça dégèle, on peut toujours les planter. Mais il faut s'assurer après que les bulbes sont encore bons, hein, parce que souvent ils sont conservés dans des sachets au chaud, et puis bon, le bulbe il s'abîme, hein, donc il faut quand même... Le mieux c'est que vous allez les boulangers qui sont parfaits, contrôlés, et ils sont très bons. Sortir chaque fois au printemps? Non, on peut les laisser en place. Alors là, juste pour que je parle de temps en temps de la lune, quand vous plantez le bulbe à floraison printanière, là, le bulbe est bourré de réserve, il se débrouille, donc vous plantez en période fleur. Alors ce qui serait intéressant à ce moment-là, c'est que vous en plantiez d'autres en période feuille, par exemple, pour voir s'il y a une différence. Je ne pense pas vraiment. Parce que quand on les laisse en terre, on peut mettre autre chose par-dessus. C'est ça la difficulté un peu. Ça prend ta place dans ta table. Voilà, c'est-à-dire il faudrait essayer de les mettre par îlot qu'on repère bien, parce que le problème c'est que quand on va planter autre chose, si on donne un coup de pelle, vous pouvez être sûr que s'il y a un bulbe, il sera sous coup de pelle. Enfin, c'est ce qui m'arrive à moi, je le tac et j'ai coupé un bulbe.
Donc souvent, moi je les sors, si on change vraiment de structure, il faudrait mieux les sortir. Je me suis dit, il existe des paniers à bulbes. C'est des petits paniers ronds. C'est en plastique, c'est fragile, c'est pas grand, donc ça casse. Hein. Vous savez, avec le gel, les jets, ça casse. Et je me suis dit qu'il faudrait quand même que les bricoleurs se fabriquent, pourquoi pas, des petites caissettes. En matière plastique ou épais ou en autre chose, grillager au fond, mettre de la terre, mettre ses bulles dedans, puis décasser, puis mettre la caisse dedans, ce serait pas mal. Ce serait pas mal quand vous sortez vos bulles des fleuries, parce qu'il faut attendre normalement que le feuillage soit tout sec hein, pour pouvoir le couper, parce que lui il restitue des réserves aux bulles. Et là, ça permettrait vraiment de sortir de la caisse et d'aller la mettre dans un coin ombragé du jardin. Je me suis dit, je vais me fabriquer un petit truc comme ça. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Assurez-moi, Lucien!